Chers amis, bien le bonjour. On commence immédiatement par un petit update sur le portfolio. Total continue de me mettre la pression. ST Microelectronics est en train de capituler, mais Total met une grosse pression sur cette position-là. Vous voyez que j'ai un strike price, voilà, c'est ici. J'ai un strike price à 64 avec une échéance du 20 octobre et Total est en train de continuer son rallye haussier. Et donc je vous raconterai comment je me débrouillerai pour protéger ma position si j'étais amené à le faire, mais pour le moment je considère que j'ai de la marge. Avant ça, on va attaquer le gros sujet de cet épisode, à savoir pourquoi les ETF vous font perdre de l'argent. Ça me fait rire de faire un titre comme ça, parce que c'est tellement à contre-pied de ce qu'on entend partout, tout le temps, que voilà, je pense que c'est aussi mon rôle de temps en temps de revenir, de questionner certaines évidences qui vous sont servies à longueur de journée. Alors, il y a une cause assez connue et bien étudiée de la raison pour laquelle les investisseurs particuliers perdent de l'argent avec les ETF, c'est ça ? On en avait parlé d'ailleurs avec Xavier dans l'épisode de chercheurs de valeur qu'on avait fait à ce sujet-là, c'est que vous avez pas mal de gens qui se font avoir par des ETF thématiques du type développement durable, énergie propre, je sais pas quoi, voiture hydrogène, robotique, intelligence artificielle. Dès que vous avez un nouveau thème qui est sur le devant de la scène, vous avez des ETF qui sont lancés et évidemment ces ETF pour qu'ils puissent marcher, pour qu'ils puissent se vendre, ils sont généralement lancés dans le haut de la vague. Et vu que les investisseurs ont globalement des comportements moutonniers, ils rentrent sur les dossiers au moment où tout le monde en parle et donc ça veut dire qu'ils vont acheter leur ETF pour s'exposer à ce secteur d'avenir pile au moment où ça tape le haut de la hype et avant que ça s'effondre. Il y a un très bon exemple de ça, c'est l'ETF Global Clean Energy. Je peux vous en parler parce que je l'ai eu en portefeuille. Donc vous voyez, ça c'est les graphiques où ils vous montrent si vous aviez fait un investissement de 10 000 euros, etc. Et donc c'est exactement ça. Ils lancent l'ETF, vous avez la grosse hype du futur, la grosse hype de l'enfer. Et juste après, les gens qui se sont dit « Je suis un bon petit soldat, j'investis dans l'énergie propre », gling, ils se font éclater et sans doute qu'ils ne pourront jamais récupérer leurs pertes. Parce que, faut regarder l'idée. Hein. Si vous prenez aujourd'hui, il a perdu plus de la moitié de sa valeur. Par rapport au prix auquel il avait été lancé. Ça, c'est un ETF, je l'ai eu en portefeuille. Si je me souviens bien, je pense que je l'ai acheté dans ces eaux-là et je l'ai vendu dans ces eaux-là. C'est pas un ETF que j'ai gardé longtemps parce que j'ai compris assez vite le bazar que c'était. J'ai pris mes bénéfices et je me suis sauvé de ce truc. D'autant plus qu'avec des frais comme ça, vous voyez, plus les ETF sont thématiques et plus vous avez des frais qui sont importants, à comparer avec les 0.07 par exemple de l'ETF iShares du SP500, vous savez que vous avez une partie de votre performance qui vous est tous les ans prélevée et 0.65, ça commence à être dans la zone où vous faites quand même attaquer, surtout sur le long terme. Lâcher 0.65 points de performance sur 10 ans, sur 20 ans, etc., c'est beaucoup. Donc ça, c'est la raison la plus connue pour laquelle les gens perdent de l'argent avec les ETF, mais il y a une étude qui est assez intéressante. On va aller directement au résultat de cette étude. La méthodologie est assez intéressante, mais quand même un petit peu compliquée. Je vous raconte la manière dont ils ont procédé. En fait, ils ont fait un appareillage, c'est-à-dire qu'ils ont mis tous les investisseurs qu'ils ont pu récolter sur une ligne de départ et ils ont appareillé sur la ligne de départ investisseur qui a un portefeuille dans lequel il n'y a pas d'ETF, investisseur dans lequel il y a des ETF, et ils les ont pris à un point de départ avec non seulement des tailles de portefeuille égales, des rythmes d'investissement égaux, des données démographiques égales. Ils ont fait tout un business pour essayer d'avoir quelque chose qui se tenait un petit peu sur la ligne de départ, et ensuite ils ont analysé les données mois par mois, et ce qu'il ressort de leur
étude, c'est que effectivement, les personnes qui ont des ETF en portefeuille sous-performent les personnes qui n'ont pas d'ETF en portefeuille. Et ils ont également fait une autre étude au sein des portefeuilles des gens qui possèdent des ETF. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la partie de leur portefeuille qui ne possède pas d'ETF surperforme la partie du portefeuille qui possède des ETF. Et d'ailleurs, en fait, j'ai un truc qui ressemble un petit peu à ça, parce que quand on regarde à l'instant T aujourd'hui, quand on regarde les performances de mes différents ETF, on est très loin des performances que de la partie action de mon portefeuille. C'est quand vous avez des winners et que vous les laissez courir, ça embarque complètement la performance de votre portefeuille, alors que la performance d'un ETF est par définition moyenne. Mais quand vous avez acheté du Apple à un pas trop mauvais moment, quand vous avez acheté du Microsoft à un pas trop mauvais moment, voilà, ça embarque la performance de votre portefeuille à des niveaux que les ETF ne peuvent pas suivre. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ce papier qui s'appelle donc The Dark Side of ETF, et donc vous allez le trouver assez facilement en tapant ça dans Google. Et ensuite les auteurs se sont demandé, mais qu'est-ce qui explique le fait que la partie ETF des portefeuilles sous-performe la partie action et que les investisseurs ETF sous-performent les investisseurs actions? Ils se sont demandé d'abord, est-ce que c'est parce que les investisseurs ETF achètent massivement les mauvais ETF, donc à savoir ils vont se faire hyper par des trucs comme ça, donc des ETF qui par définition sont lancés en haut d'une vague et ensuite s'effondrent. Et apparemment c'est pas ça, c'est pas une question de est-ce que c'est le bon ou est-ce que c'est le mauvais ETF. Le critère, c'est que les gens qui achètent des ETF ont des mauvais comportements avec ces ETF, c'est-à-dire qu'ils font du trading avec leurs ETF. La fonction d'un ETF, c'est de le mettre dans votre portefeuille et de ne pas y toucher. Vous l'avez mis en portefeuille et vous n'y touchez plus, vous l'oubliez et vous laissez courir la performance sur le très long terme. Et je pense que le marketing et la création de contenu sur les ETF les encourage pas à avoir des comportements qui sont sains. Ils vont avoir tendance à acheter les ETF au plus mauvais moment et à vendre les ETF au plus mauvais moment et à faire ça régulièrement, ce qui va massacrer la performance de leur portefeuille. Donc je trouve que c'est assez intéressant, mais je le vois bien, parce que quand je vois les commentaires sous les vidéos de gens qui parlent d'ETF, etc., vous avez tout le temps des trucs du type « Oui, est-ce que tu penses que je devrais opter pour le MSCI World versus le je sais pas quoi, versus le SP500 ? Est-ce que tu penses que je dois prendre l'ETF équipondéré ? Est-ce que tu penses que je dois mettre 60% dans telle position, 45% dans telle position, etc. Tiens, il y a un nouvel ETF d'Amundi, PEH, je sais pas quoi, et donc les gens se font avoir par ça, et je comprends, parce que les gens s'ennuient. quand on investit, qu'on aime l'investissement, et qu'on a un portefeuille dans lequel il y a que des ETF, au bout d'un moment on s'ennuie, on a envie de jouer avec, etc. Alors que non, les ETF, il faut les mettre dans son portefeuille, et il ne faut pas y toucher. Moi en fait, dans la partie ETF de mon portefeuille, c'est ce que j'ai fait. D'une part, j'ai viré tous les ETF qui étaient trop étroits et qui n'étaient pas thématiques, et j'en ai gardé 4 c'est quand même trop, mais en fait je vois pas pourquoi me séparer d'un des ETF de cette sélection. Donc vous avez le SP500, vous avez un ETF global dividende, un autre ETF global dividende, et vous avez le monde entier simple, et ces positions, je compte pas les vendre, quoi. Ces positions, elles restent là, et c'est des positions que je vais construire sur le long terme. Et ça, c'est des positions que j'ai globalement depuis que j'ai commencé à investir. Je réinvestis dedans quand elles ont tendance à baisser. J'essaie d'avoir autant que possible des comportements anticycliques. Vous avez vu récemment, j'ai rechargé cet ETF là parce qu'il avait sacrément baissé par rapport aux autres. On était passé dans le rouge en plus-value globale, je sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il était tombé aux alentours de 25.5, 25.6. C'est dans ces eaux-là que j'ai rechargé. Et sinon, voilà, si je peux pas les acheter à un bon moment, si je peux pas faire de timing, je renforce quand même le SP500, parce que je me dis, celui-là, sur le très long terme, il devrait continuer à avoir de bonnes performances. Donc c'est des positions que je garde sur le long terme. Je m'amuse pas à faire du trading avec mes positions ETF, et je les utilise comme une réserve de valeur. Moi, vu que j'ai conscience du fait que j'ai besoin de faire des trucs avec mon portefeuille, voilà, moi l'investissement c'est un plaisir. Il y a des gens
gens qui prennent du plaisir avec les jeux vidéo, avec je sais pas quoi, avec les paris sportifs, avec des choses qui sont pas forcément très productives. Moi je prends mon plaisir en ayant une gestion active de mon portefeuille, en tout cas d'une partie de mon portefeuille. Et donc vous savez comment ça marche, je dégage de l'argent au fur et à mesure du mois grâce aux ventes d'options que je fais sur mon portefeuille, et il y a les dividendes qui arrivent, et de temps en temps je mets aussi un petit billet en me faisant un virement, et l'argent que je génère ainsi au cours du mois, et ben une fois par mois je le réinvestis dans la partie ETF de mon portefeuille, et ça permet d'avoir cette partie ETF de mon portefeuille qui au fur et à mesure va avoir de plus en plus de place et permettre à mon portefeuille d'avoir un socle important en gestion passive. Maintenant, je suis très content d'avoir tendance à surperformer ce que je pourrais obtenir en ne faisant rien grâce à la vente d'options. Et comment est-ce que je peux dire que j'ai une surperformance grâce à la vente d'options? Tout simplement parce que c'est possible de comparer l'argent que mon portefeuille me verse en dividendes avec les revenus que je dégage de la vente d'options. Et mois après mois, ça commence à faire 4 mois que j'ai vendu des options. C'est tout nouveau évidemment, mais je commence à avoir un vrai bonus, une vraie ligne de revenus supplémentaire grâce à la vente d'options. On vient de passer le premier tiers du mois d'octobre et j'ai déjà gagné plus de 427 euros exclusivement grâce à la vente d'options, et ça fait que ce mois d'octobre c'est déjà dans mon top 3 des meilleurs mois en termes de revenus passifs, et on est loin d'avoir fini le mois. Je vais avoir des dividendes qui vont arriver, je vais avoir d'autres opportunités de vendre des options, donc je suis très content de ça. Alors justement, là, j'imagine qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais ta performance sur les options, elle suppose que tu prennes plus de risques, etc. » Je signale que depuis que j'ai commencé à vendre des options, mon portefeuille n'a pas bougé. J'ai pas une ligne de mon portefeuille qui a bougé, j'ai toujours les mêmes lignes en portefeuille. La seule différence avec une personne qui ne fait pas d'options, c'est que je gagne plus sur mes positions. Je gagne plus qu'une personne qui aurait simplement Total, je gagne plus qu'une personne qui aurait simplement ST Microelectronics, je gagne plus qu'une personne qui aurait simplement Michelin ou AXA. Donc c'est la seule différence par rapport à quelqu'un qui aurait ses actions sans faire d'options, c'est que je gagne plus d'argent. Alors comme je vous le disais, j'ai une position qui est un petit peu sous pression, c'est la position de Total parce que j'ai une échéance d'options au mois d'octobre avec un prix d'exercice à 44, et Total se rapproche dangereusement de cette position, et si ça s'en rapprochait trop, voilà comment je sortirais de ma position en me faisant un billet. Donc l'idée c'est que sur Total, comme je vous l'avais montré dans un épisode précédent, j'ai deux options. J'ai vendu une option à une échéance de 64 pour empocher une prime, mais j'ai également acheté une option à 66 pour couvrir ma position. Et donc je vous l'ai expliqué en long, en large, en travers dans l'épisode précédent. Ce que ça veut dire, c'est que imaginons que Total devienne hors de contrôle, ma position n'est pas nue, c'est-à-dire que j'ai toujours la possibilité de racheter les actions de quelqu'un à 66 pour pas me retrouver dans une situation où, je sais pas moi, Total vaut 70 et je dois quand même vendre une position à 64, et ça veut dire que je dois racheter à 70 pour vendre à 64, ce qui voudrait dire que j'aurais une perte assez importante. Sans parler d'une situation tout à fait hypothétique où Total irait sur les 100, 200, 300. Enfin, voilà, je vous ai déjà détaillé ça en large et en travers. Donc ça veut dire que pour sortir de cette position, je devrais racheter l'option que j'ai vendue et je pourrais vendre la position que j'avais achetée sur Total. Le problème, c'est que l'un dans l'autre, ça me ferait perdre un petit peu d'argent. Vous vous souvenez que sur ce trade, j'ai gagné quelque chose comme 30 euros, et si je devais sortir comme ça de ma position en catastrophe, c'est assez facile de comprendre combien je perdrais. Vous faites 49 moins 11,5, ça fait quelque chose comme 37,5, donc ça veut dire que je devrais mettre sur la table 37,50 € pour sortir de cette position, et donc ça veut dire que en prenant toute cette histoire, j'aurais perdu 7 euros. Tu gagnes 30 et qu'ensuite tu perds 37,5, voilà, tu perds 7,50 €. Donc c'est pas comme ça que je sortirais. Je sortirais de la position, mais pour reprendre une position
position rapporte en plus, et donc vous pouvez voir comment ça se passe sur la chaîne d'options. Si on repousse cette position au mois de novembre, on peut faire rentrer 74, et donc ça c'est là on est content de faire rentrer 74, mais pour couvrir cette position, si on chopait la position à 68, on se retrouverait avec un spread qui est pas intéressant, et donc ça veut dire que pour couvrir la position, je serais plutôt tenté de prendre une position, d'acheter une position à 72, donc ça veut dire qu'on augmente le spread, on augmente le risque de perte potentielle, mais au moins ça permet de faire à ce stade un bénéfice. Et encore une fois, je vous rappelle que l'idée c'est que on pense que ce serait assez improbable que Total arrive effectivement à 66 en novembre, à 66 d'ici au 17 novembre, parce que moi je fais l'hypothèse que le cours de Total va finir par retourner vers la normale, parce que là Total me semble tout à fait surévalué. C'est ainsi que je pourrais sortir de ma position en faisant un billet, parce que enfin, voilà, vous enlevez 74 du prix auquel vous devez racheter l'option qui va être aux alentours de 10 j'imagine, et ben ça permet de faire un bénéfice net et de continuer de faire rentrer de l'argent sur le portefeuille. Alors évidemment, cette même position, on pourrait en sortir, encore et encore, jusqu'à se retrouver dans une situation où le marché nous donnerait raison. Et donc c'est pour ça que en fait, vous n'êtes jamais marié avec les options, et il y a toujours moyen de sortir des positions que vous avez prises en vous faisant un petit billet. En tout cas, c'est ce que je compte bien démontrer épisode après épisode. En attendant, on va bien voir ce que ça va donner. On va tenir cette position en espérant que le prix des options s'effondre plus rapidement à mesure qu'on va se rapprocher de la date d'exercice, et je vous conterai cette histoire évidemment au fur et à mesure. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne en main tous les leviers de la liberté financière, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Il me reste finalement à vous rappeler que si vous voulez plus de contenu exclusif, vous pouvez aller sur la page Patreon avec ces catégories que vous connaissez bien maintenant, la web-série Entreprendre en France, où je vous montre comment je fais tourner un business que j'ai construit autour de cette chaîne YouTube. Dans le dernier épisode, je vous ai montré comment j'ai payé mes impôts à l'URSSAF, ce qui peut être intéressant pour que vous voyez comment ça fonctionne si vous avez envie de créer une micro-entreprise. Vous avez les FAQ où vous pouvez me poser toutes les questions et je prends le temps de vous répondre en vidéo. Vous avez le portefeuille alpha où je documente l'aventure d'un autre portefeuille que seuls les membres de la page Patreon peuvent observer, et vous avez également les mini-guides où de temps en temps je systématise les connaissances que j'acquiers sur l'investissement pour les partager avec vous sous une forme digeste et nourrissante. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.